nous sommes en seconde moitié de période estivale et je prends ma pause. Je vais faire un petit peu moins de vidéos, mais j'ai quand même un petit peu envie de faire un truc pour moi. Car aujourd'hui, nous allons faire une tier list sur Dragon Quest, la quête de Dai, que personne ne voulait voir particulièrement. Et je m'en fous! Voilà, je sais que la plupart d'entre vous se diront qu'est-ce que j'en ai à secouer de ce manga que j'ai pas suivi, je sais, j'en ai parlé à 3 reprises dans 3 top 15 persos, dont un qui est entièrement dédié à un des personnages, ce qui fait que ça va pas être une surprise pour ceux qui prendront le temps de suivre cette tier list, mais ça reste une de mes œuvres de cœur, peut-être mon œuvre fictive préférée de tous les temps, tout confondu, c'est-à-dire films, séries, BD, etc. quoi. C'est ce niveau-là pour moi. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y revenir de temps en temps, même si je sais pertinemment que les gens s'en tapent un petit peu. Ce qui me fait un peu de peine, je vous le cache pas, c'est un manga qui mériterait d'être populaire au même rang qu'un Dragon Ball ou qu'un One Piece de mon point de vue, mais que voulez-vous, ça n'a pas eu cette chance. Je dois avouer que c'est aussi un manga qui a un peu de mal à démarrer. J'ai envie de dire un peu comme Dragon Ball, hein, ça démarre pas sur les chapeaux de roue, mais ça va pas empêcher ce manga d'être un succès monstre. Mais ça restera à tout jamais une œuvre de cœur, et c'est pour ça que, de temps en temps, je me priverai pas de faire une vidéo dédiée à ça, et quitte à avoir personne qui regarde, en espérant que quelques personnes, tout de même, soient intéressés et partagent leurs avis sur ce manga qu'ils connaîtraient. En croisant les doigts. Donc ouais, on a une petite tier list qui a été faite, qui est malheureusement pas complète. Il y a les personnages importants, on a pris les modèles de l'adaptation animée plus récente complète, ce qui fait plaisir. Mais il y a quand même quelques petits oublis, et donc avant de me lancer dans cette liste et de voir en revue tous ces personnages pour les classer, je vais quand même vous faire un petit peu part de mon avis sur ceux qui ne sont pas représentés, parce que je m'en souviens. Il y a Papa Pibras, par exemple, le grand-père adoptif de notre héros qui est quand même très présent au tout début. Alors je reconnais que au bout d'un certain temps, il est très en arrière-plan et on s'en fiche un tout petit peu de lui, mais au départ, il est quand même assez notable. Je trouve que c'est un peu dommage de pas le compter. Après, est-ce qu'il est sensationnel en soi? Je pense que il est un petit peu touchant par rapport à son lien avec Dai, mais la personnalité de Papy Grincheux, ça va sans plus. Donc je pense que je l'aurais mis en B si je l'avais classé. Il y a les faux héros qui ne sont pas dedans, alors qu'ils sont un petit peu importants. Ce sont les premiers antagonistes de taille. Et si au départ ce sont plus ou moins des trous ducs un peu génériques dans leur présentation, au fur et à mesure de leur réapparition, on essaye d'apporter un petit quelque chose en plus qui me plaît beaucoup. Vraiment, c'est pas juste les connards de passage et on n'en fait plus rien, ils réapparaissent. Celui-là en particulier a un rôle très important par rapport au développement de Pop. Et après coup, ils ont toujours des petites apparitions ci et là pour dire qu'ils existent encore dans ce monde qui évolue, avec un payoff de fin particulièrement satisfaisant. C'est dommageable de ne pas les avoir comptés, c'est sûr. Après, je pense que ce serait entre le A et le B, malgré tout. Lui, je pense que je le mettrais en A, là c'est un petit peu entre les deux, et lui en B-. Disons qu'il suit un petit peu le mouvement, il n'est pas très notable, le guerrier du groupe. Je trouve qu'il y a un peu plus de détails sur la personnalité des 3 autres. Mais bon, voilà, je trouve que c'est très dommageable de ne pas les avoir comptés parce qu'ils sont importants, vraiment. Il y a également les 2 autres mages. Il y a 3 grands sages de Papnica qui sont un petit peu importants. Il y en a une qui est dans la liste de la tier list et ces 2-là qui sont plus secondaires, mais j'estime qu'Apollo et Marine méritent d'être un petit peu cités. Je les situerai pas très haut, hein. Là aussi ça dépasserait pas le B, je pense, parce qu'ils n'ont pas un rôle très notable. Mais tout de même, ça mérite d'être un petit peu cité rapidement. Ensuite, nous avons Velzar, le Seigneur Dragon, qui est un petit peu le rival du méchant central de cette histoire, un petit peu important. C'est vrai qu'en termes de présence d'apparition, il n'est pas aussi notable que d'autres, on le voit apparaître que dans quelques tomes de façon très disséminée, mais j'estime quand même qu'il a un impact important, il est lié de façon très directe à pas mal de personnages, notamment Paran.
Je J'aurai l'occasion de parler un petit peu de Baran plus tard, parce que bon, bien entendu, il est dans la tier list, lui. C'est un peu dommage de pas l'avoir un peu compté. Et enfin, il reste les différents rois des royaumes en question. Il y en a quelques-uns souverains qui sont comptés, mais il y en a 3 qui ne sont pas comptés. J'estime que ça aurait été cool de les traiter. Donc le roi de Romussu, le roi de Terran et le roi de Bengala. Ah, je m'excuse d'avance au passage si je dis des termes... des noms qui correspondent à la première traduction connue en France. Je suis encore un peu habitué au manga Fly avec les noms un petit peu différents. Mais voilà, j'estime que ces 3 rois-là sont développés de façon acceptable, notamment lui qui apparaît le plus tardivement, mais qui a un petit développement un peu cool. Et c'est pas juste le roi Vantard qui veut appuyer sa puissance de façon suffisante. Il a un petit développement au-delà de ça qui est quand même assez cool. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir compté ces 3-là qui ont une présence qui n'est pas anecdotique quand même. Donc oui, si je devais situer, je pense que celui-là je le mettrais en B. Je les mettrais tous les 3 en B. Ils sont pas sensationnels non plus, hein, je pense, par rapport à d'autres personnages plus poussés, mais je trouve que pour leur rôle, leur apparition est quand même vraiment impactante. Là où, j'en sais rien, le roi de la Terre dans Dragon Ball, à part son apparence un peu particulière, eh ben, il n'est pas très marquant dans ses décisions, dans sa personnalité. Et j'estime qu'il y a un peu plus de ça dans ces 3 rois-là. En tous les cas, c'est sur ça que on termine notre petite parenthèse. Et on va commencer un petit peu notre liste que j'avais rangée avant, mais qui a été dérangée à nouveau. Donc une seconde, je vais faire une petite ellipse où je remets ça dans le bon ordre. One eternity later. Voilà, c'est bon, on va pouvoir commencer. Alors bon, rapidement pour vous situer mon arrangement, déjà tous les personnages vraiment de soutien qui sont pas vraiment à qualifier de héros mis en avant de façon ultra centrale. On va dire ça. Donc personnage de soutien. Après nous avons les méchants, hein, les antagonistes un petit peu appuyés. Dans leur ordre d'apparition à un certain degré d'importance après coup. On va dire que c'est un petit peu comme ça, j'estime que c'est un ordre qui va plutôt bien. Et enfin, une petite transition et après les héros centraux qui sont mis en avant tout le long du manga. Enfin, à partir de leur apparition pour certains, et aussi il y a certains personnages qui changent un petit peu de bord au fur et à mesure de l'intrigue. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ce n'est pas stagnant. C'est très bien rendu à cet égard-là. Je trouve que les transitions sont très bien faites dans le temps alloué au développement, mais voilà, on a fait un petit peu le topo. Et donc commençons par le commencement. Je ne comprends pas. C'est Hakim, il me semble, ce gars-là. C'est le chef de soldats de l'armée de Bengana. Et c'est pas comme s'il était complètement 100% anodin, mais par rapport à des tas d'autres, j'estime que c'est pas un personnage qui mérite qu'on se penche grandement dessus. Je dis ça, mais oui, le roi de Bengana a plus d'importance que lui en termes de développement, en termes d'apport à l'intrigue d'un point de vue un petit peu psychologique, quoi. C'est juste pour dire. Donc le fait que son soldat numéro 1 soit dans la tier list et pas lui, c'est un peu bizarre. Ah bon, le gars, je le déteste pas, il passe correctement, il va avancer, mais il n'y a rien de spécial qui va avec lui. Bon, commençons avec un petit peu plus important, Amy, donc la troisième sage, celle qu'on met le plus en avant pour une raison très simple, c'est qu'elle en pince pour un certain héros de notre groupe. Et il y a deux choses qui me gênent un tout petit peu autour d'Amy, même si je trouve que son attirance envers Yunkel est plutôt bien mis en scène, bien développé. C'est vraiment un peu différent des autres romances concrètes parce que lui, il la calcule pas particulièrement au départ et elle a ce besoin de représenter quelque chose pour lui. Elle arrive un petit peu à quelque chose avec ça, même si c'est pas autant qu'elle le souhaiterait. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Il y a quand même deux choses qui me gênent avec ça, c'est que oui, elle va être définie quasiment que par ça. À partir du moment où on montre qu'elle a des sentiments pour Yunkel, après coup, est-ce qu'elle est d'autre? Je me demande bien. Mais aussi, je trouve que ces sentiments sont pas amenés. C'est à un moment donné, il se passe une petite ellipse rapide et on la voit toute contente à l'idée de rendre visite à Inkel sur son lit d'hôpital parce que bon, il était un petit peu blessé et
Après ça, on est censé croire qu'elle est amoureuse de lui à fond, et c'est pas du tout amené. Et étant donné que, quand même, la première apparition de Yunkel, c'est au royaume de Papnica, là où elle travaille pour Léona, tout de même, et qu'il représente quelque chose d'un petit peu grave par rapport à ce qui s'est passé à Papnica, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, je trouve que n'appuyer à aucun moment une notion de rencontre entre eux, de découverte, au moins de la part d'Amy par rapport à Yunkel, c'est quand même un manque important, un manque flagrant, et le fait que elle lui pardonne ce qu'il a représenté pour ce royaume-là, quoi, c'est lui qui dirigeait les attaques à Papnica, c'est un truc, c'est un gros manque. Ah, donc j'apprécie un petit peu son lien affectif, je trouve qu'il est bien rendu, c'est juste que c'est pas bien amené, franchement. Et le fait est qu'elle n'est vraiment ramenée qu'à ça, ça joue un petit peu un rôle. Nous avons donc, j'ai oublié son nom, Badaku, un truc comme ça. C'est le maître d'armes de Papunica, un tout petit peu mis en avant parce qu'il a un lien avec nos héros au début et il y aura cette petite amitié avec Crocodile que je trouve plutôt sympatoche. C'est un bon gars, un petit peu ridicule sur les bords, mais pas de façon à être vraiment lourd et qui sait avoir les moments de soutien nécessaire par rapport à pas mal de personnages, donc Crocodile, un petit peu Shu, pour être notable, un peu remarquable. Je sais pas si ça vaut un C ou un D, ça va vraiment être un B- si je le mets en B. Je vais le mettre en C+, parce que c'est pas non plus sensationnel, mais c'est un ajout pas dégueulasse à l'univers et les relations de personnages. Vient ensuite Maître Brooklyn, on va passer un peu de temps sur les professeurs qui vont un peu former quelques-uns de nos héros. Donc Maître Brooklyn, c'est le spécialiste en combat à main nue. Il a un petit délire personnel sur le fait qu'il est malade, mais il donne toujours de fausses excuses qui est pas non plus super drôle, mais ça va, c'est pas non plus affligeant ou quoi que ce soit. Et il y a ce côté un petit peu vieux de la vieille qui essaye de s'immiscer sur la fin, qui est à la fois rigolo mais un peu touchant dans le fait que il essaye d'aider du mieux qu'il peut la nouvelle génération, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense que je vais le mettre en B+, pas loin du A, parce que il y a quand même quelques petits détails en moins qui empêchent ce personnage d'être parmi le plus impactant, mais c'est un bon personnage de professeur pour aussi tard qu'il arrive. Vient ensuite Matorif, le maître de Pop, enfin le second maître, plutôt le professeur comme il l'appelle, qui a, je pense, une introduction qui lui rend pas super justice. J'ai beau adorer la quête de Dai, ce serait un petit peu hypocrite pour moi de dire qu'il y a rien à redire, que tout est parfait. Et je pense que la seconde plus grosse critique que j'aurais à lui faire, c'est sa lenteur au démarrage, le fait que les caractérisations au tout départ ne sont pas aussi agrippantes que par la suite. Et Matorif, c'est un cas très probant de la chose. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment le tortue génial, libidineux encore plus poussé. Et ça atteint un stade vraiment à la très fine limite du lourd. Je pense que ça le dépasse un tout petit peu. Et le problème, c'est que ça peut donner l'impression qu'il va être réduit qu'à ça, alors qu'en fait, ce n'est qu'une toute petite partie du personnage. Et une fois qu'on passe la première intrigue, la première grande histoire dans laquelle il est impliqué, à partir de là, il va plus du tout être caractérisé de cette façon-là. Ce qui fait au passage que c'est peut-être pas 100% raccord, mais surtout, voilà, on va appuyer le fait que c'est un maître un peu autoritaire qui sait pousser ses élèves et qui a cette sagesse un peu particulière à lui, à vouloir un petit peu aider la jeune génération comme Brooklyn, mais en plus poussé, puisque on va dire ce qui est pop est plus mis en avant que Mam et Shu, hein, c'est clair et net. En ce sens, il a un rôle de modèle un tout petit peu nuancé, très réussi pour moi, et c'est juste dommageable que la première impression renvoie pas trop ça. C'est le petit truc qu'il y a à redire sur le gars, mais oui, je l'adore, hein. Je trouve que sa dynamique avec Pop est excellente, et lorsqu'on appuie un petit peu son lien avec Avan d'avant, comment il a participé à la guerre contre Adler, au départ, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant qui se ressent dans l'expérience du personnage.
Et ensuite, la reine Flora, puisqu'on parle de Havane. Comme Léona, jeune reine de son royaume, qui doit gérer les crises qui arrivent en montrant une sorte de dignité, et elle le rend très très bien. Son lien avec Havane, je trouve que il y a quelques moments un petit peu jolis autour de ça, ça aurait été cool d'en montrer plus, mais si je ne me trompe pas, ce sera davantage développé dans le manga spin-off qui a commencé à sortir de par chez nous. J'ai commandé il y a peu de temps, je vais commencer à découvrir dans pas longtemps, parce que bien entendu, j'allais pas me priver de découvrir ce truc-là. Donc j'espère qu'on saura rajouter du poids à ça. Telle qu'elle, elle est efficace, elle a une prestance qui marche bien. Je pense que la seule chose qui l'empêche d'aller plus loin que le B+, je pense que je vais la mettre ouais, un tout petit peu au-dessus de Brooklyn, c'est son manque d'apparition. Elle est relativement peu présente comparée à d'autres personnages, et c'est un petit malus à pas négliger. Et ensuite, Merle, la divinatrice, il n'y a pas sa grand-mère au passage, qui est un personnage un tout petit peu notable là aussi, un peu présent, mais bon, ça va pas, il me semble. Je me souviens plus par cœur de tous les noms, je suis désolé. Et ouais, elle, c'est Namura assez vite de pop, et contrairement à Amy, on montre un petit peu ce qui a amené à ça, et ce besoin d'être toujours présente pour le groupe, parce qu'elle veut se sentir proche de lui, c'est quelque chose qui est, je trouve, un peu mieux fait. Ça vient aussi du fait que oui, je suis plus intéressé par Pop que par Yunkel. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu, mais ouais, il y a quelque chose de plus satisfaisant là-dedans. Mais en plus de ça, on sent un peu la douceur de ce personnage qui a décidé de plus fuir. Elle a une scène très jolie, très peu de temps après son apparition dans le manga, et qui veut aider dans ses capacités, même si c'est pas quelque chose de très poussé. Elle a cette contribution un petit peu notable, notamment une scène avec Dai qui est très très belle, dont elle est l'instigatrice. C'est quelque chose qui me plaît bien quand on sait vraiment jouer sur le personnage, son implication, et oui, son attirance envers Pop, et comment ça joue vraiment un rôle filé tout le long du manga. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un A bien réussi pour moi. Est-ce que c'est meilleur ou pas que Matorif? C'est très difficile à dire. Je pense que je la préfère très légèrement à Matorif. Et ensuite, Nova, le héros du Nord. Le petit vantard qui se croit supérieur à tout le monde et qui va tomber de haut quand il tombera sur plus fort que lui. Il y a une approche un peu particulière dans son introduction. Il peut paraître un tout petit peu détestable, mais la façon dont on va jouer un peu sur cette humilité qu'il se prendra au fur et à mesure, et comment il participera déjà dans l'entraînement de Dai, mais aussi dans son lien avec Lundberg, dont on parlera dans très peu de temps, je trouve que c'est un développement de personnage plutôt secondaire, mais vraiment bien ficelé. Sa vantardise vient d'une bravade qui est quand même un petit peu méritée. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller. C'est juste qu'il a besoin de comprendre qu'il doit un peu épauler les autres, même si ça l'embête un petit peu d'être au second plan. Et le fait d'apprendre à accepter ça et être un atout malgré tout, je trouve que c'est très satisfaisant. Je vais le mettre en A lui aussi, il me plaît beaucoup. Vient ensuite Lundberg, le démon déchu, entre guillemets, qui a décidé de vivre sur Terre et de quitter le monde des ténèbres parce qu'il s'y ennuyait. Juste pour dire un mot rapide là-dessus, l'adaptation animée en 100 épisodes couvre tout le manga et majoritairement le fait très bien. Mais il y a quand même quelques petits ratés, et je trouve vraiment que si vous avez juste suivi l'animé, il y a un détail quand même qui va se perdre un petit peu dans la découverte du personnage de Lundberg. J'ai tendance à dire Ronberku dans la version de départ, mais bon, c'est Lundberg, qui a cette introduction vraiment intrigante qu'on met en place, qui prend le temps, et je trouve que c'est un petit peu foireux dans l'adaptation animée. C'est un des petits gâchis qu'il y a dans cette version-là. C'est pour dire, mais oui, c'est quelqu'un qui est désabusé, qui fait des choses pas tellement par ce qui est juste, mais parce qu'il intéresse en fait. Qu'est-ce qui peut être exaltant pour lui? L'idée de créer une arme supérieure à ce qu'il a fait avant, à partir d'un métal rare,
pour créer quelqu'un d'assez puissant. Il s'avère que c'est pour notre héros principal parce qu'il a su se montrer intéressant, mais il y a vraiment ce côté « je suis ce qui m'intéresse », pas ce qui est juste au sens simple du terme, mais c'est quelque chose qui va apprendre un petit peu petit à petit à s'attacher à ce groupe-là dans lequel il va s'investir et il va créer pas mal de liens un petit peu marquants, hein. Il va avoir pas mal d'interactions satisfaisantes avec Yonkel et un petit peu Fly, mais aussi un lien très touchant avec Nova, justement, ils vont s'apprendre l'un l'autre l'humilité dans un sens, et c'est assez touchant. Mais oui, en plus de ça, ce gars, c'est loin d'être un Mickey, il sait se battre, et très bien. Il appuie très bien l'expérience de siècles qu'il a vécu à travers ses interactions et à travers son combat, et il est superbement rendu. C'est un personnage qui est introduit relativement tard dans le manga, mais dès lors qu'il est introduit, dès lors qu'on joue sur le personnage, c'est divinement fait. Je l'aime beaucoup et c'est le premier S de cette liste. Je vous préviens tout de suite, il va y en avoir beaucoup. On passe donc aux méchants. Le premier à vraiment mourir, parce que ça prend un petit peu son temps, je vais en parler aussi de ça un peu plus tard, ce sera donc Flazard, le monstre de feu et de glace créé par la magie interdite, et on joue sur le fait qu'il combine les deux éléments pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus puissant, même si, à nouveau, c'est un jeune monstre qui a genre 1 ou 2 ans, un truc comme ça, donc on joue aussi sur cette immaturité et le fait qu'il tient à tout avoir tout de suite. C'est un gros sadique narcissique et le premier ennemi véritablement pour lequel on n'a pas vraiment de compassion, quoi. C'est vraiment un connard dont on est content d'être débarrassé. En ça, il peut être un petit peu... un peu rafraîchissant, sans mauvais jeu de mots. Après, je peux pas non plus dire qu'il est sensationnel en comparaison à d'autres méchants qu'on aura plus tard. Franchement, je pense qu'il va dans le B+. Il réussit pour le temps qu'il dure. Je trouve qu'il est aussi incorporé peut-être dans l'un des arcs les moins bien pensés de cette histoire, ce qui fait que ça perd un petit peu de points par rapport à ça. Mais oui, c'est un pion au bout du compte, un obstacle d'un certain temps, et après on passe à autre chose. Ce qui fait qu'il n'est pas aussi marquant que d'autres grands méchants de cette liste. Mais puisqu'on parle de méchants d'un simple moment, bah on va avoir le trio des cavaliers dragons, je sais plus comment ils s'appellent exactement. Les 3 commandants de Baran qui ont leur spécialité, l'air, la mer, la terre, et qui ont chacun leur personnalité un petit peu particulière à part. Alors, il y en a 2 qui vont être assez vite expédiés, Gal, Dandy et Boraon. Je sais plus si c'est comme ça ou autre chose. Gal Dandy, c'est une sorte de Freezer Light, on va dire, qui a un truc un peu particulier dans le sens où, voilà, c'est un gros sadique qui adore torturer les gens, mais étant donné qu'il a ce lien avec son dragon et qu'il en veut à quelqu'un qui s'en est pris à lui, ben, il a également cette hypocrisie, quoi. Donc, ouais, ça va... Je trouve que pour un méchant d'un tome, on va dire, qui passe très correctement, je pense pas que ça vaille plus d'un C dans l'absolu. Bon, un C+, quand même, un C+. Boraon, alors, ce gars est sans doute le moins mémorable du lot en termes de personnalité ou autre chose. J'avoue que son design est cool. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle certaines personnes l'ont retenu. Il y a un truc un petit peu marrant. Il existe du hentai entre lui et Crocodile. Je vous montre pas le bas de cette page parce que ça sera un petit peu bloqué sur la chaîne sinon, mais voilà, il existe du hentai entre Boraon et Crocodile, tout simplement parce que ce sont de gros buffs comme ça. Et c'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle on le retient un petit peu, ce gars-là, parce que je vais être assez honnête avec vous, c'est sans doute le méchant le plus osef pour moi. Il n'a pas grand-chose en termes de personnalité, à part que je me bats, je suis gros, comme ça. Ça va sans plus, quoi. C'est basique, quoi. Je pense que je le préfère peut-être légèrement à Hakim quand même, hein. À nouveau, Hakim, ça va vraiment sans plus, hein. Bref, nous avons donc le dernier, la Harle, il me semble. J'ai tendance à dire Raffaretto, mais c'est la Harle. Qui est donc plus particulier, parce que lui va être beaucoup plus mis en avant.
Même si au début on dirait pas spécialement, mais oui, c'est le plus dans la confidence de Baran, c'est quelqu'un qui se reconnaît plus facilement en lui. C'est un peu son deuxième fils à un certain degré. Je trouve ça un peu dommage que ça n'ait pas été davantage appuyé un petit peu sur la fin. Mais ouais, son lien avec Yunkel est un petit peu fort. Il noue assez vite une relation de rivalité plutôt impactante, très efficace. Même si bon, c'est un combat de quelques chapitres. Et après, on passe à autre chose, entre guillemets, ben, il laissera une trace, quoi. Il laissera un héritage avec son armure que Yunkel portera à sa place pour lui rendre hommage. Et lorsqu'il reviendra, il aura un rôle assez appuyé, assez poussé dans l'idée de poursuivre les désirs de Baran. Je trouve que il sait parfaitement représenter le lien qu'il a créé. Et je trouve juste dommage qu'on n'ait pas davantage appuyé que ils sont un peu en un sens frères ces deux-là. Ça aurait été cool de davantage appuyer ça, mais il y a tout de même quelque chose de fort qui se crée dans ce qu'il veut représenter, l'héritage et qu'il veut protéger. Il y a quelque chose de très bon là-dedans. Je vais juste le mettre en A, désolé, tout simplement parce que il a moins d'apparitions, mais je pense qu'avec un petit peu plus de temps pour être développé pour briller, il aurait pu finir en S. Ouais, je vais le mettre là, je lui préfère encore un tout petit peu merde. Donc vient la garde de Adler, pardon. Et on va pas en parler tout de suite parce qu'il y a quand même celui-là que je vais vite jarter. C'est le seul qui va être en D, je pense. Je pense que je vais le mettre en D. Je trouve que ce personnage est un rajout mal fichu. Même si dans l'idée, il est logique. Parce que lorsque Adler se crée sa garde en métal super rare à partir de pièces d'échecs, il est logique qu'il existe un roi avec ça. Il ne pouvait pas avoir un roi qui commandait un roi, ça n'aurait pas été très logique. De fait, le fait qu'on joue sur ce personnage-là, c'est cool. La façon dont on le met en place, c'est une excuse pour mettre un peu plus de drame entre Yunkel, In, et mettre en place le retour de Larl. Il a ce rôle de transition en fait, mais en termes de personnalité, de présence, il est un peu trop ridicule pour moi. Il y a ce roi qui reste caché pendant 30 tomes, c'est censé être le palais de Verne. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait cette espèce de gros vantard qui s'y croit trop et qui, à la moindre problématique, au moindre souci, ne sait pas comment gérer, il fait un peu n'importe quoi. C'est... je trouve que à autant de temps de la fin, c'était pas sensationnel. Si je devais juger les persos qui apparaissent juste quelques chapitres pour être un antagoniste d'un moment vers la fin, je trouve que Goroa, le type tambour, était plus intéressant, alors que le gars n'a pas de grande personnalité, mais au moins on justifie le fait que c'est juste un sous-fifre qui a un petit rôle à la con, quoi. Je trouve que c'était mieux fait. Il est pas dans la liste, lui, par exemple. Donc ouais, Maximum, je sais plus si c'est son nom dans la version définitive, c'est un D+, il n'est pas affreux ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un peu un gâchis sur le concept. Il y a donc la garde de Adler, et donc leur ordre de vie, dans un sens. Ouais, je pourrais dire que c'est un petit peu comme ça, mais bon. Alors, Fenbren, c'est un petit peu les restes de l'ambition et de la connardise de Adler, après s'être un petit peu assagi au fur et à mesure de ses combats. Ce reste est plutôt efficace en soi, et je trouve que c'est une sorte de Flazar bis, un tout petit peu plus marquant dans un sens. Je pense pas que je le mettrais en A, faut pas exagérer, mais oui, c'est ce moment où il torture Shu par exemple, c'est assez glaçant, je pense que c'est un des moments les plus marquants du manga, même si voilà, Shu c'est Shu, mais son désir très égoïste, à peine calculé de vengeance, on ressent bien le sang chaud des débuts de Adler là-dedans, donc il est très bien appuyé là-dedans, et on sent que, oui, ça venait de quelque chose, Flazard, puisque, une fois de plus, Flazard est né d'un sort par Adler. Ça appuie bien un petit peu ce reste, et je trouve que ça l'a un peu plus rendu sur le temps qu'il a duré. Il a duré un petit moment quand même, hein, il y a eu quelques petits moments. Block, le truc avec Block, c'est qu'il parle pas.
Donc là, c'est quelqu'un qui est là pour l'équipe, donc il y a quelque chose qui marche très bien là-dedans, mais il parle pas. Et il a juste une scène de sacrifice plutôt jolie qui joue sur les règles des échecs. C'est quelque chose que j'apprécie. Après, est-ce que ça mérite un B pour ça? Je sais pas trop, quoi. Ça va. Ça va, c'est un bon personnage de soutien. Il s'est bien appuyé le côté très on se serre les coudes de ce groupe-là, très uni, qui faisait un petit peu défaut aux forces du mal avant. Donc voilà, il a un ajout particulier. Après, titre personnel, je pense que les autres sont un petit peu mieux rendus. Donc ces trois-là durent un petit peu plus longtemps. Alvinas, la reine, je vais la mettre de justesse en A. Je trouve que son attirance envers Adler a quelque chose d'un petit peu touchant sur la fin. Je trouve que ça aurait été sympathique de davantage l'appuyer, mais oui, en tant que commandante en second un petit peu de cette garde, puisque c'est la reine, hein, c'est la pièce d'échec reine, elle a quelque chose de très marquant déjà visuellement, mais aussi en termes d'aura, et dans le fait qu'elle est prête à calculer ce qui sera le mieux pour son seigneur et maître, même si elle sait qu'il ne sera pas forcément d'accord avec elle. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cette façon de bien les individualiser, ces personnages-là. Et c'est la seconde meilleure à avoir eu droit à ça, selon moi. Ensuite, nous avons Sigma, le cavalier, très intéressant sur la fin dans son duel avec Pop. Avant ça, je dois avouer qu'il est juste bien sans plus. Il n'a pas beaucoup de moments marquants, à part le fait qu'il a le miroir de Shabal très important qui permet de renvoyer n'importe quelle attaque magique. Hein, c'est un truc un petit peu chiant à gérer. Mais au-delà de ça, voilà, il a une petite personnalité qui ressort, qui n'est pas ultra marquante par rapport aux autres personnages, en tout cas Fen, Bren, Alvinas et Im, pour moi. Ce qui fait que, ouais, sur sa fin, c'est très cool. Avant, c'est ouais, ça va, sans plus. Donc je pense que je vais mettre un peu en dessous de Fenbren. Je pense que je vais quand même je le préfère peut-être très légèrement à Flazard. De pas beaucoup quand même. Vient ensuite Im, le pion le plus basique du lot, qui devrait pas avoir grand chose à redire, alors qu'en fait, non, c'est le plus mis en avant, celui qui est le plus développé, celui qui a une vraie vie après coup à la fin, par rapport à sa fidélité sans faille à Adler, et au fait que c'est vraiment un petit peu, en termes de mentalité, son portrait craché tout de suite, son désir de faire les choses selon les règles, de prouver quelque chose, de prouver une valeur particulière avec ça. Il représente totalement la mentalité d'Adler au moment où il est créé et durant toute la partie où il est transformé en homme monstre dragon, et ça c'est très bien rendu. Si ça avait été que ça, je pense pas qu'il aurait vraiment complètement battu Alvinas, mais il y a vraiment l'après-coup de la mort d'Adlar qui appuie le fait qu'il y a un reste de lui. Et oui, il survit à cette mort-là, il a droit à sa promotion, comme on le dit, pour représenter un petit peu l'héritage de celui qui l'a créé et devenir un membre des héros à partir de là. Et il est vraiment satisfaisant en appuyant déjà sa rivalité avec Yunkel très appuyée très tôt dans l'histoire. Il y a aussi cette espèce de chamaillerie entre lui et Larl qui est assez marrante. Ah, j'hésite entre A et S pour lui, hein. Je pense que je le préfère à Merle à ce niveau-là. Je vais laisser ça en A de pas beaucoup, mais vraiment, il est pas loin du S, hein. J'aime beaucoup le traitement de Lim. Je trouve que il y a beaucoup de très bonnes idées là-dedans qui jouent sur les règles des échecs, mais en même temps, le fait de représenter un petit peu la suite, la mentalité de notre créateur. Vient ensuite donc le créateur en question, Adler, qui... Alors, comme je l'ai dit pour Matorif, souffre un petit peu de ses premières impressions d'introduction où tu renvoies pas autant que tu le promets par la suite. Parce que c'est un truc que j'apprécie dans cette liste, on montre les personnages tels qu'on les voit à leurs premières apparitions. Ça c'est son design de la première apparition dans le manga, pareil pour Mist ou Vern. Bon, on le voit assez tardivement, hein. C'est déjà un spoiler hein, si vous connaissez pas le manga, parce qu'on le voit pas avant un petit moment lui.
Et de fait, là, vous le voyez comme ça, avec cette espèce de cape un petit peu générique, avec des cornes, tout ça, grue, je suis le roi du mal. Tu te dis, ok, c'est un peu générique comme façon de faire. Je vais conquérir le monde et battre les héros. Et tu te dis, ok. Et en plus, après ça, on découvre assez vite que c'est le vassal du dieu du mal. Donc, en plus, c'est même pas le big boss. Et qu'est-ce qu'il peut promettre par la suite? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cette approche-là, qui promet pas des monts et merveilles, on en fait un développement de personnage ultra saisissant. Adler, pas juste du démon connard, au gars de plus en plus frustré, qui se sent le besoin de se mettre au niveau de ceux qui le dépassent. Et vraiment, au début, quand on le voit perdre assez régulièrement face au groupe de héros et se remettre de plus en plus en question, essayer de reposer de plus en plus sur la fourberie parce qu'il a ce moment où il retombe et finir par décider merde, il faut que je tente le tout pour le tout, il faut que je sois prêt à sacrifier autant pour me mettre au niveau de ceux qui me dépassent, c'est quelque chose d'assez saisissant à voir. Et au moment où il devient ce monstre à leur niveau, il a davantage de développement, il devient de plus en plus identifiable à un certain degré. Tout du moins assez touchant et attachant dans ses ambitions. Et le fait que malgré tout ce qu'il a sacrifié, il va être trahi parce que ce n'est qu'un pion au bout du compte et qu'il le vit très mal, il a tout de même ce besoin d'appuyer sa valeur et de l'appuyer en respectant totalement ses adversaires qui le méritent. C'est quelque chose de vraiment impactant. Je pense que sa mort est l'un des moments les plus touchants de ce manga. Et ouais, quand on démarre sur le Adler des tout débuts, le gars qui arrive, ah, Avan, comment on se retrouve? Je vais me venger de la bestiole que tu m'as faite, et je vais diriger le monde avec le dieu du mal, tu vas voir! Quand on part de ça, et qu'on a droit à cette fin touchante envers le gars qui est plein de regrets et de respect envers ses anciens adversaires, montrer ce développement-là se faire, c'est particulièrement saisissant. Vraiment, hein, la première impression peut vous renvoyer quelque chose de très basique, mais je peux vous assurer que au fur et à mesure, il devient vraiment profond ce personnage. Là, il m'a vraiment touché et il mérite d'être en S, hein, sans problème. Vient donc ensuite la sans suite service qui aura duré beaucoup plus longtemps que prévu, et son fils. Je vais rapidement me pencher sur Zamza pour commencer. C'est donc le fils de Saboera qui dure un tome, en gros, le temps d'un arc de tournoi. Au passage, il y a beaucoup de personnages durant l'arc où il est qui ont une petite importance, un guerrier, un sorcier, etc., etc. Une fois de plus, on montre pas tous les personnages. C'est loin d'être une liste complète. Et pour ce qu'il dure, ça va. Je vais le mettre de justesse en B+. C'est quelqu'un qui utilise les différents gènes des guerriers plus forts pour créer une sorte de monstre difficile à battre, parce qu'ils disent invincible, mais bien entendu il n'est pas invincible, pour appuyer les recherches de son père. Et il est prêt à sacrifier son corps et sa vie pour ça, parce qu'il veut pas être considéré comme un déchet par Saboera. Saboera qui, dès lors qu'il apprend sa mort, en a rien à foutre. Il est juste content de voir qu'il l'a aidé à progresser dans ses recherches. Ça montre à quel point on peut être affecté par son milieu familial, etc. Il y a un côté un peu pitoyable chez le personnage qui en devient un peu touchant. D'ailleurs, Mam, qui est un peu son rival principal durant cet arc-là, le ressent aussi. Elle a de la peine pour lui sur la fin, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait ce qu'il fait parce qu'il veut se sentir utile. Même si c'est pas pour des bonnes raisons, évidemment. Il y a quelque chose d'un petit peu touchant là-dedans, mais on n'oublie pas que ça reste un méchant et qu'on va pas non plus rapidement le, le mettre du bon côté. C'est juste qu'on appuie qu'il y a ce cœur chez nos personnages qui essayent, qui arrivent à comprendre un petit peu la mentalité des gens et à se mettre à leur place. Et c'est quelque chose qui est vraiment appuyé tout du long. Bah, avec Adora évidemment, mais pas que. Et c'est un personnage qui sait bien l'illustrer, même si c'est un méchant connard durant la grande majorité du conflit. Mais le fait qu'on nuance un petit peu ça, c'est quelque chose qui me plaît.
Je vais le mettre en bas du B, je pense pas qu'il soit génialissime non plus, c'est juste un méchant d'un tome, mais il le fait bien. Donc ça vous verra la censure. Le gars s'attache le plus possible à ce qui lui tombe sous la main pour le plus facilement se faire des galons et progresser, et on sent vraiment que il essaye de s'en tirer toujours à bon compte, même si ça lui tombe pas forcément tout juste comme ça. C'est assez couillu, je trouve, d'avoir fait durer ce personnage de sale connard, parce que c'est vraiment la petite fouine connard, hein. C'est pas un gars super puissant ou quoi que ce soit. Il est intelligent, il a beaucoup de capacités en termes de magie, mais vraiment, hein, quand on compare à ce qui reste après coup, il est vraiment beaucoup de crans en dessous. Je trouve ça très intéressant d'avoir su le faire durer aussi longtemps, d'avoir su lui donner un vrai impact, un rôle à jouer sur autant de temps, ce qui n'a rendu sa mort que plus satisfaisante. Le moment où Crocodile finit par lui porter le coup fatal et le terminer, c'est l'un des moments les plus satisfaisants de ce manga. Et ça vient du fait qu'on a su le faire durer longtemps, on a su l'impliquer dans beaucoup d'histoires, en appuyant bien qu'il fait toujours ça pour son propre intérêt. Et en termes de petits vicieux irrécupérables, il se pose très bien. J'aime beaucoup ce qu'on fait de lui. Donc vient les gros bras. Je vous dis tout de suite, tiens, je vous tout de suite, les trois sont en S. Le trio infernal, les trois principaux méchants les plus puissants, Kilvern, présent sous la commande de quelqu'un d'autre pour assister le dieu du mal. Et c'est de loin le plus fourbe, le plus cruel du lot. On voit qu'il prend son pied à s'amuser avec ses proies, les faire tourner en bourrique et à se moquer d'eux pour leur faiblesse, pour les manipuler. Il y a quelque chose de superbement rendu là-dedans. Et oui, tout n'est que manipulation avec lui. Vraiment, du début à la fin, on joue vraiment sur ce côté-là jusqu'à la toute fin du manga, vraiment, et c'est superbement rendu. Le seul truc que j'aurais reproché, mais c'est pas grand-chose, c'est le fait que on mette en place sa rivalité avec Avan à la fin de façon un petit peu rapide. Genre maintenant, je ne suis défini que par ça. C'est je trouve que c'est un petit peu rapide, un petit peu brusque dans l'absolu, mais au-delà de ça, et puis c'est loin d'être affreux, au-delà de ça, je trouve que c'est un méchant connard excellemment rendu. Mais je pense quand même qu'il vaut un petit peu moins, je vais le mettre un tout petit peu en dessous de Adler, mais je lui préfère quand même Myst et Vern. Myst, c'est le bras droit principal, celui qui ne parle pas, en tout cas au début, il parle pas trop, après plus ça va, plus il est très très loquace, mais c'est le gars qui est sans faillir du côté de Vern, celui qui est le plus dans la confidence par rapport à ses secrets, à ce qu'il a caché, à ses plans, et il y a vraiment quelque chose de très pesant à chaque fois qu'il est là. Rien que par son apparence principale qu'on voit le gros du manga où c'est juste espèce d'ombre sous cette cape. Qu'est-ce qu'il y a sous cette cape? Il a vraiment cette présence pesante qui fait froid dans le dos. Il y a vraiment cette peur assez claire qui l'instigue par rapport à ça. Et il n'y a pas que ça aussi. Il a aussi cette façon de montrer du respect à ceux qui savent se montrer dignes en matière de puissance. C'est pour ça que sa relation avec Adler est particulièrement prenante là aussi. On sent qu'il a un respect pour lui, même si de toute façon il sera toujours plus du côté de Vern, mais c'est quand même très cool d'appuyer qu'il respecte la puissance. Et quand on sait d'où il vient, qui il est sur la fin, on comprend très bien d'où ça vient. Il a aussi cette relation très particulière avec Yunkel, en voulant le manipuler, etc. Je trouve qu'il est superbement rendu, il dépasse Adler pour moi en termes d'importance, en termes de puissance d'apparition. Et j'hésite à dire si Vern est au-dessus ou pas. Vern est au-dessus d'Adler là aussi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs grands méchants qu'on ait jamais fait dans un manga shonen. Quand on parle de grands méchants shonen, j'imagine que beaucoup de gens vont situer Freezer ou Cell, et ce sont de très bons méchants qui ont une personnalité très marquante. Je ne dis pas une seule seconde le contraire. Néanmoins, quand on part sur les ambitions, la réflexion derrière leur plan, j'estime que ça n'arrive pas à la cheville de ce que Vern met en place. C'est
un dieu du mal, un démon millénaire, et qui en veut aux dieux carrément, et qui veut les défier en détruisant la terre et en amenant le ciel aux enfers, en fait. C'est ça ses ambitions, le gars. Et il a fait ça de façon calculée, de façon très froide, en traitant les êtres humains comme de la merde, et en embrassant totalement la loi du plus fort, parce que le gars est surpuissant, évidemment. C'est ça le truc, c'est le boss final. Il y a ce côté très jouissif dans l'idée de dépasser, de dominer les autres, et en même temps très froid dans l'idée de tout calculer comme il faut. Parce que faut bien comprendre qu'il va pas avec sa bite et son couteau en disant c'est bon, je vais me battre contre tout le monde, et il y a là, je suis plus fort, et c'est bon. Non, non, non. Il prévoit, il calcule. Ce qui fait qu'à la fin, il pose beaucoup plus d'obstacles que simplement le mec fort à abattre. Ce qui déjà est très difficile parce que il a énormément d'arcanes, il sait superbement se battre. Les héros ont énormément de mal contre lui, mais il y a aussi le fait qu'il a prévu son plan. Et que c'est pas juste savoir le battre, se montrer plus fort que lui qui suffira. Il y a cette recherche dans les ambitions, dans le temps alloué à ça, et dans la réflexion derrière, qui rendent ce gars quasi insurmontable, incroyable à suivre. Je trouve vraiment que lorsque on fait la liste des plus grands méchants de manga, s'il y a bien un méchant qui manque cruellement à chaque fois, c'est lui. Tout simplement parce que le manga est pas assez connu et c'est vraiment un gros mal pour moi, c'est un énorme manque. Ce gars-là mérite votre attention. Il prend un petit peu son temps à venir, c'est une présence derrière un rideau pendant une partie importante du manga, mais dès lors qu'il apparaît, dès lors qu'il se met en avant, c'est une menace qui vous fout les jetons. Et du début à la fin. Ensuite, donc, pas tout à fait méchant, entre les deux, il passe de l'un à l'autre. C'est un cas particulier, Baran, le chevalier du dragon original. Bon, pas tout à fait de départ, mais c'est celui de cette génération. Dai n'est pas exactement le chevalier du dragon réel, ce n'est qu'un descendant, une erreur dans la matrice. Baran est donc ce chevalier du dragon qui, après une tragédie personnelle, a décidé de se débarrasser des humains, de façon bien entendu excessive, mais on va dire compréhensible à un certain degré. Ce qui amène donc cette longue période où il a décidé d'œuvrer pour Adora dans cette mentalité très haineuse qu'on lui voit avoir. Donc sa rencontre avec Fly, pour ma part, le chapitre où il va enfin se battre contre le groupe est celui où ça commence vraiment à décoller super haut. Je tiens à ce que ce soit clair, avant l'arc contre Baran, c'était bien. C'était bien. Mais c'est à partir de cet arc-là que ça commence à devenir incroyable, ce manga. Et donc oui, il faut attendre le tome 8 pour que ça arrive, donc un petit peu de temps, je sais. Il change la donne en matière de poids des conflits, que ce soit déjà en termes de puissance, parce que bon, voilà, c'est pas du tout le même niveau que ce qu'on a affronté avant, ce gars il est un putain de monstre, mais aussi en matière de signification, parce que là, il se bat pas juste contre le méchant du coin pour sauver un petit royaume comme ça. Non, non, il se bat contre la personne qui veut l'endoctriner, et pas de façon gentille en disant ah, viens avec moi s'il te plaît, non, 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 hein, ça va un petit peu plus loin que ça. Et donc, ce moment d'affrontement est particulièrement pesant, particulièrement saisissant, lorsqu'il essaye de force de lui faire perdre la mémoire pour l'amener à lui. Et c'est vraiment difficilement surmontable à faire, mais c'est un moment super fort aussi pour le développement de Dai et compagnie à ce moment-là. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il aura cette défaite, il va commencer enfin à avoir son début de mise au calme, c'est-à-dire il va commencer enfin à réfléchir au-delà de la haine et à se rapprocher un petit peu de vouloir juste défendre son enfant, de vouloir être là pour lui et de faire un peu ce qui est juste, redevenir le chevalier dragon qui luttait pour le bien au départ. D'ailleurs, petit détail, je suis content qu'on fasse un spin-off sur les origines d'Avan, son combat contre Adler, avant donc Dai et compagnie. J'espère, je sais pas si ça arrivera un jour, mais je trouve que ce serait encore plus cool d'avoir un spin-off centré sur
le combat de Baran contre Velzar dans le monde des démons, parce que c'est quand même quelque chose qui a été très peu montré. Autant la quête d'Avan, avant il y a eu beaucoup de flashbacks qui montraient comment ça s'est déroulé, autant le combat contre Velzar, c'était un petit peu juste. Il y avait suffisamment de détails pour comprendre, mais j'espère peut-être qu'un de ces quatre, qu'on aura un spin-off centré sur Baran et pas juste sur Avan. Enfin bon, c'est un détail. Mais oui, le gars est génial. Et comme Adler, en fait, il a cette fin particulièrement touchante de sacrifice pour son enfant. Et le fait d'être toujours là pour lui, de représenter un héritage à suivre, c'est quelque chose de très bien rendu, son développement au fur et à mesure, d'où il part au moment où on le rencontre et comment il finit. Je trouve que c'est encore plus satisfaisant que Adler, mais ouais, les deux sont géniaux. Je leur préfère quand même une fois de plus, je trouve que ces deux méchants sont tellement iconiques pour moi, mais voilà, là on est vraiment dans le magnifique, là, on est dans le magnifique. Et ensuite, Avan, le précepteur de héros, le héros originel qui a battu Adler au début et qui revient quelque temps au début du manga pour mourir très vite. Ah, seulement quelques tomes, ça va, sympathique, allez, à B+. Si ce n'était que ça. Non, c'est le héros qui va représenter un petit peu cette influence de tous les instants pour notre groupe central, et c'est pas rien vraiment à cette partie-là, mais en plus de ça, il a ce petit retour sur le devant de la scène vers la fin, parce qu'il n'est pas mort. Je vais en parler dans pas longtemps, ça. Et à partir de là, il aura ce rôle de frère d'armes, mais frère d'armes très expérimenté, qui saura jauger la situation et calculer les bons coups à faire pour gérer ça de façon optimum. Il a vraiment ce côté très intellectuel, c'est peut-être le plus intelligent de la bande, peut-être après Prop sur la fin, très genre difficile à dire, qui marche nickel. Et oui, son retour est amené de façon un petit peu satisfaisante, on va dire, parce que c'est pas juste un truc que vous sortiez de vos fesses, c'est un truc que vous avez mis en place sur pas mal de tomes avant. Donc c'est cool de voir que vous réfléchissez à ça, ce qui fait que son retour m'a pas autant gêné. À la fin, il sait à la fois être une figure d'autorité, de sagesse qui sait bien chaperonner nos héros, et à la fois un frère d'armes qui sait être de bon côté, qui sait les épauler, et très bien rendu ça par rapport à son passif, super important. Il vaut pas tout à fait Baran, mais je le mets un tout petit peu au-dessus d'Alder. Une fois de plus, là on est dans le magnifique, là. Hein. Le top 5, c'est vraiment du S+. Bon, on va pas être dans le S+, pour celui-là. Je le mets dans les héros centraux, pour le principe, parce qu'il est avec tout le monde à la fin. Mais bon, c'est le moins impliqué, mais dans un sens, il est peut-être un peu trop impliqué. Je le déteste pas. Je vais le mettre en C, parce qu'il a des moments qui sont vraiment lourds. Ce côté vantard, ce côté je m'attaque à Pop parce que je dois protéger Miss Mam à tout prix, ça c'est un petit peu lourd par moment. Et ça n'arrête pas de passer de l'un à l'autre. Pour moi, des fois, il peut être un petit peu attachant dans sa façon d'aider, de vouloir faire cette propre petite armée pour avoir son importance, pour soutenir les autres. Et des fois, il peut être un petit peu lourd dans sa façon de toujours critiquer, de toujours regueuler, de toujours dire hey, moi je. Surtout au début, j'avoue, au départ, il n'a pas une superbe première impression, quoi. Donc, ça se compense. Ça se compense. Et oui, il y a quand même des moments qui sont assez notables. Et je le redis, son combat contre Fenbren est l'un des moments les plus glaçants du manga et les plus impactants pour moi. Pas parce que c'est un des combats les plus sensationnels qui soit, mais parce que c'est le plus disproportionné qu'on a eu depuis pas mal de temps. Et on sent la cruauté du personnage derrière et le fait qu'il est prêt à aller loin pour protéger les siens, quoi. On sent cette volonté quand même qui se ressent derrière. Je le préfère à Bouraon quand même, un petit peu plus que Bouraon, faut pas exagérer. Bien, vient donc les vrais héros centraux, très présents tout le long, en commençant par Crocodile, et je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit relégué un peu trop au second rang sur la fin. C'est-à-dire qu'il a un impact un petit peu important dans le combat contre Saboira, mais après coup, il essaye un tout petit peu d'aider, mais sans plus. Ce que je trouve un petit peu insultant sur la fin, c'est lorsque nos héros sont tous enfermés dans l'espèce de bille par le pouvoir de Vern, parce qu'ils ne sont pas assez puissants. C'est une espèce de
de contrôle qui fait que si vous pouvez pas avoir le niveau suffisant requis pour se battre, c'est pas la peine. Voilà. Et on met Shu et Crocodile au même niveau. Je trouve ça un poil insultant, personnellement. Ancien chef de l'armée des bêtes, il va vite comprendre la notion de bravoure et de respect inculquée par Pop et Dai, et finira par les rejoindre. Et oui, c'est assez touchant à certains moments. C'est l'ailier principal qu'on est content d'avoir. Le gars qui est là pour prêter sa force, même si, bon, il a que sa force pour lui, mais il est super endurant, il est prêt à beaucoup pour épauler les siens, dès lors qu'il a trouvé ce respect de lui, ce respect envers les autres, et je trouve qu'il le rend superbement. Je le redis, je trouve juste dommage qu'il ait été trop relégué au second rang, ce qui fait que je vais juste le mettre en A+, A++, pas tout à fait en S, mais de pas beaucoup, hein, qu'on se comprenne bien. Et un petit détail que j'ai vu dans les critiques des disciples d'Avan. Si ça vous intéresse, ils ont fait une série de vidéos détaillées sur chaque épisode. Et ben, ils regrettent le fait que le dernier disciple d'Avan à rassembler pour le groupe soit Léona et pas Crocodile, parce que ça aurait renvoyé quelque chose d'assez puissant de dire que ça peut être n'importe qui et pas forcément un humain non plus, quoi. Et je dois avouer que ça aurait été cool dans un sens. Après, je vais quand même faire l'avocat par rapport à ça. On a déjà deux guerriers qui reposent un petit peu sur la puissance. Avoir quelqu'un de véritablement spécialisé dans la magie de lumière, c'est pas déconnant comme idée. Et oui, ça joue un rôle assez important dans le conflit de fin. Donc oui, je comprends totalement la décision, même si c'est vrai que oui, faire de Crocodile le dernier disciple et le faire évoluer pour être au même niveau, ça aurait été très cool là aussi. Bref, reste donc nos 5 disciples et un bonus, commençant par Yenkel, qui va se retrouver en A. J'aime beaucoup une partie de sa mentalité, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un problème un petit peu notable avec lui. Et ça va me permettre de me pencher sur le vrai plus gros problème du manga pour moi, que d'autres ont pointé, j'en suis sûr. C'est la gestion de la mort et le fait que elle est presque jamais permanente pour tout personnage un tant soit peu héroïque poussé. Voilà, donc dans les personnages qui subissent ça, nous avons Avan qui meurt au tout début mais qui ressuscite, Pop y a droit à un moment donné, donc la Harle, ici, Im à 2 reprises on croit qu'il meurt mais non, la deuxième fois c'est même une blague tellement c'est rapide ça, et il y a droit à 2 fois très vite au début, Crocodile. Il y a vraiment ce côté, on nous met en scène le truc comme quoi le personnage crève, c'est censé être attristant, et au bout du compte, après coup, on va trouver une parade pour qu'en fait, non. Tu crois que, mais non. C'est bon, il n'est pas mort. Et le plus marquant, le plus ennuyeux à ce niveau-là, c'est Yankel. 3 fois, voire 4, il y a droit à ça. Et je pense que c'est les pires moments de ce problème d'écriture de Dragon Quest, la quête de Dai, en ce qui me concerne. Parce que il y a vraiment ce moyen de faire quelque chose d'un petit peu tragique autour du personnage, dans sa façon de vouloir se sacrifier, à vouloir aller à fond dans le combat une dernière fois et s'en sortir apaisé parce qu'il aura tout fait ce qui était possible, mais en fait non. Alors, donc au début, il va se sacrifier, je pense que c'est la pire scène pour moi, je pense que c'est vraiment la pire scène à défaire pour moi, pour sauver notre trio lorsqu'il se repent d'avoir œuvré pour les armées du mal, parce qu'au début il en veut à Ban, il croit que c'est lui qui est responsable de la mort de son père adoptif, mais il va vite se rendre compte de ses erreurs et partir sur autre chose. Bon, voilà. Mais voilà, il se sacrifie en tombant dans un volcan qui entre en éruption, et tu vois nos héros qui le regardent être pris dans ces flammes-là, et tu te dis, c'est lui. Il est mort là. Non, non, il n'est pas mort, hein. Il va s'en sortir. Nos héros, 3 secondes après, ils ont regardé ailleurs, et Crocodile l'a sorti des flammes. Enfin, du magma. Et il a juste quelques petites brûlures comme ça, c'est tout. Pour moi, ce truc, c'est le passage le plus forcé du manga. Je le dis clairement. De loin.
Et après coup, donc, il veut être ce guerrier qui les assiste, qui les aide jusqu'au bout. Et à un moment donné, il va se sacrifier pour aider à amener Baran à leur cause. C'est un moment touchant. Il ne pourra plus se battre, mais en fait, si, il peut encore se battre. Puis à un moment donné, il essaye de jouer avec la mort pour essayer d'avoir plus de puissance. Il y arrive, ok. Donc il y a micro-sacrifice. Et après coup, pour sauver Im, se battre une dernière fois jusqu'au bout de ses forces, on nous fait croire que il est mort. Et il y a vraiment ce passage dans la mise en scène qui donne l'impression que, voilà, lorsque Im dit il dort, il va enfin pouvoir se détacher des combats et avoir la paix, tout ça, tout ça. On nous met clairement le truc en scène comme quoi c'est la fin pour lui, il est mort en fait. Et ça aurait été super touchant qu'il meure, mais non, il se relève après coup. Il est juste fatigué, il va plus avoir trop la capacité de se battre. Mais en fait, il va quand même toujours contribuer un peu. Cette façon continuelle d'en faire un martyr et de jamais aller jusqu'au bout, je vous jure, répéter tellement de fois, ça a tendance à être un petit peu irritant. C'est le truc qui illustre le plus mal le problème de cette façon de ne pas vouloir faire crever les personnages importants, les personnages suffisamment gentils pour mériter de continuer à vivre en fait. Ça, c'est pas rien, c'est un petit problème. Bon, il y a aussi le côté, regardez, je suis torturé, je suis tellement plus sérieux, qui peut être un tout petit peu irritant. Je suis pas tout à fait au même niveau que Pop là-dessus, mais ouais, il y a un petit peu ça, quoi, chez le personnage, qui a tendance à être un petit peu trop parfait parfois. Mais bon, c'est pas non plus un Dark Sasuke, il faut bien comprendre, hein. Il a quand même un passif qui est assez touchant et assez complexe sur le fait d'avoir cette enfance auprès de monstres qui l'ont élevé, cette double éducation d'un côté de la lumière et du côté du mal par Myst, et le fait de vouloir conjuguer les deux, de représenter quelque chose de fort pour représenter, rendre justice en ce en quoi il n'a pas su croire avant. C'est un chemin de croix qui passe très bien dans une grande partie du manga. Je ne dis pas une seule seconde que c'est mal fait. Mais oui, cette partie-là chez lui a tendance à être un tout petit peu trop gênante pour être si énorme que ça. Donc je vais juste le mettre en A. Alors en A où je sais pas. Putain, je vais être méchant, je vais le mettre juste devant la arme, mais derrière, merde. Et ils vont bien ensemble, ces deux-là, ils aiment bien être ensemble, donc ça ira bien. Et ensuite, Léona, la reine de Papnica, qui va prendre petit à petit de ses responsabilités au fur et à mesure. Au début, elle a genre 14 ans, ou 15, genre 2-3 ans de plus que Fly, et chacun, l'un comme l'autre, va un petit peu devoir grandir de ce qui va leur tomber dessus. Cette espèce de grande attaque du continent tout entier et les responsabilités à prendre par rapport à ça. Il y a ce côté un peu sans gêne du personnage qui est assez marrant, qui donne un tout un peu décapant, surtout avec Fly qui marche très bien. Elle le fait bien passer, et le fait de savoir embrasser son rôle, ses responsabilités, au fur et à mesure par rapport à ce qu'elle représente, c'est quelque chose qui marche bien. Même si, à nouveau, après coup, ben, c'est elle qui fait partie du groupe pour lutter directement avec eux. Ce qui est un petit peu facile à venir, mais on sait jouer par rapport à ça sur elle, son lien avec Avan sur la fin, pour montrer qu'elle peut un petit peu en être l'héritière sur un certain degré. C'est assez cool, elle passe bien. C'est un bon A, j'estime qu'elle n'est pas aussi puissante que d'autres, ça va être un truc que je vais un peu appuyer quand on parlera du personnage suivant, mais elle passe bien, je vais la mettre juste au-dessus de merde. Voilà, juste au-dessus. Je vais aller au-dessus de Saboira. Bah, tout à fait, il ne faut pas exagérer. Vient ensuite Mam, guerrière au pistolet au départ, mais après coup, guerrière tout court. Il y a un développement qui est assez cool parce que je dois avouer, au début, elle a un caractère un peu amusant, sympathique, mais le fait qu'elle ait besoin de se ressourcer, de repartir sur quelque chose, de se reformer à quelque chose après avoir perdu son arme principale, ça amène une pause chez le personnage qui est un petit peu détrimental, on va dire, pour lui donner plus d'importance, mais en même temps, ça lui apporte une nouvelle fraîcheur du fait que du trio principal central, ça c'est un peu notre quatuor central, hein. Pendant une période un petit peu importante, ça a été ce quatuor-là qu'on a suivi pour lutter contre le mal, hein. Et ouais, c'est elle que j'aimais le moins, et c'est juste pour dire, je l'apprécie quand même beaucoup, hein, faut dire qu'il y a quand même du gros à côté. Le fait qu'elle ait un petit peu cette
cette refonte pour en sortir plus forte, c'était assez cool. Ça lui a d'ailleurs permis tout un arc assez centré sur elle et le développement de ses capacités, j'ai beaucoup aimé ça. Après coup, ben, c'est un atout assez puissant, et je dois avouer, le fait qu'elle soit aussi bouchée en matière de romantisme, de romance dans cette histoire, a tendance à être un tout petit peu irritant parfois. Je sais pas, il y a ce côté, voilà, Pop m'énerve parce qu'il a tendance à être un petit peu pervers, je comprends. Et après coup, elle comprend pas que les gens peuvent avoir des sentiments vers les autres. Elle saisit pas les liens affectifs qui se forgent entre presque tout le monde. Et même si elle représente un petit peu la force de l'amour, tel qu'on l'a décrit, le pouvoir d'empathie avec les autres, le fait de les comprendre, je trouve qu'il y a un petit peu ce manque chez elle qui l'aide pas. Je sais pas, je trouve vraiment qu'elle passe très bien et qu'elle rend aussi très bien dans les conflits. C'est pour ça que je pense que ça vaut un A, mais je pense que ça aurait pu être un S si elle n'avait pas été un petit peu trop mis au second plan sur la fin. Son dernier combat notable, son dernier fait notable, c'est le combat contre Alvinas. Sauf si on compte le moment où elle a été possédée par Myst. À ce moment-là, oui, elle a un fait d'arme notable, même si c'est pas de son fait. Mais voilà, lorsqu'elle se bat contre Alvinas, c'est le dernier combat qu'on la voit faire en étant mise en avant, en accomplissant quelque chose. Après coup, ben, elle participe, elle essaie un peu d'épauler, mais elle arrive jamais à faire quoi que ce soit. Et je pense que c'est peut-être le truc à reprocher, entre guillemets, et vraiment là c'est vraiment un gros guillemet que je mets à ce genre d'œuvre shonen en règle générale, c'est le fait que même si on sait mettre en avant quelques protagonistes féminins, ce sera toujours les persos masculins qui seront le plus mis au centre, le plus valorisés quoi qu'il arrive. Et c'est pas du tout pour crier à la misogynie. Sans vouloir être vexant, j'estime qu'il y a largement plus misogyne qu'un manga qui met en avant plusieurs femmes fortes qui ont un rôle impactant. À nouveau, si on compare à Dragon Ball, c'est quand même largement au-dessus la contribution des personnages féminins dans la résolution. Hein. Oui, il y a Bulma et il y a C18, mais C18, c'est quoi sa contribution globale? J'ai envie de dire déjà. Et Bulma, oui, elle est très douée et elle apporte son quelque chose par rapport à ses capacités d'inventrice. Mais au-delà de ça, niveau personnage féminin, c'est quand même très léger la contribution qu'on fait. Là, c'est quand même un cran au-dessus. Mais même si c'est un cran au-dessus, oui, bah ça restera un cran en dessous de la contribution globale des persos masculins, je ne le dis pas. Alors, même si techniquement, Mist et Killver ne sont pas vraiment des mecs ou des filles. Bon, on les genre quand même comme des mecs, hein, soit clair. Donc c'est un A. Je pense que je lui préfère légèrement Léona. Mais pas beaucoup. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais c'est dommage. Je pense que avec un petit peu plus d'accent sur leur contribution à la fin, ça aurait pu être du S. Enfin, surtout pour elle. Bien, vient donc notre trio présent depuis le début presque. Commençant par Gomme. Alors, je veux même pas expliquer, il va en S. Enfin, elle va en S. Je sais jamais clair, je sais jamais si c'est un mec ou une fille, ça. Je vais faire très vite, parce que bon, je commence un petit peu à m'éterniser. Ça a l'air d'être juste la mascotte à la con, qui fait pipi comme ça, qui est mignonne, tout ça, tout ça. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. On joue depuis le début sur le fait qu'il y a un truc en particulier chez elle. Et la révélation, la contribution à s'effiler au fur et à mesure sur le personnage est particulièrement bien foutue, bien ficelée et super touchante sur les derniers instants. C'est excellentissime. Le fait qu'elle soit là depuis le début pour Dai, en tant que première vraie amie, c'est quelque chose d'ultra significatif qui est loin de rien valoir du tout. Donc oui, c'est un S. Voilà, il y a la petite mascotte qui a l'air de rien, vaut un S pour moi. Et je suis 100% sérieux. Bon, alors, je sais pas si vous me connaissez depuis le temps, mais je suis pas du genre à mettre du rang au-dessus de S, genre c'est SS tier, God tier, etc., etc., parce que pour moi, voilà, on est dans l'excellence, on est dans l'excellence. L'excellence de l'excellence, c'est assez rare. Néanmoins, s'il y a bien un personnage pour lequel je peux me permettre de le faire, c'est bien lui.
Pop est mon personnage fictif préféré de tous les temps. Je vous renvoie à mon top 15 des meilleurs personnages fictifs, perso, ou au top 15 spécialement dédié uniquement à Pop. Pour ça, le personnage a l'un des développements les plus satisfaisants jamais faits, passer de Quar à un des plus grands héros qui sait galvaniser vraiment nos personnages, notre héros en particulier, le lien tout particulier qu'il a avec Dai. Et l'une des relations, si ce n'est la relation d'amitié la plus touchante que j'ai jamais vue dans une œuvre fictive, ce mec est le meilleur. Et je vois très peu de marge pour que quiconque dépasse ce qu'il m'a fait ressentir. Vraiment. Mais oui, Dai en lui-même, le héros central, qui est assez simple au premier abord, a lui aussi un développement très touchant. C'est pas parce que le deutéragoniste est excellentissime que le héros central est en reste. Je trouve qu'il y a quelque chose de super bon dans la mentalité de Dai et le fait que c'est vraiment le jeune garçon qui voit l'aventure, l'héroïsme comme quelque chose de super cool, le fera juste kiffer la life entre guillemets, et qui se rendra compte au fur et à mesure des défis qu'il rencontrera que c'est de plus en plus difficile, que les gens vont pas juste l'accueillir comme ça de par sa nature, et qu'il est face à quelque chose qui se bat pas simplement avec de la bonne volonté et de l'entraînement. Ce moment assez fort où on le voit renoncer à un certain degré et se détacher des autres en disant qu'est-ce que je peux faire, j'en peux plus, c'est là aussi superbement touchant. C'est un moment qui montre que c'est un garçon qui a volé trop vite près du soleil et qui a du mal à réessayer après s'être brûlé à ce point les ailes. Parce que la première confrontation avec Vern, c'est un putain de massacre. Les nombreux liens qu'il va créer par rapport à sa simplicité, sa pureté, sont touchants. Il n'y a pas qu'avec Pop, mais avec Baran. Au début, bien entendu, ça va pas très bien, mais au bout d'un moment, on ressent quand même cet attachement particulier, ça marche nickel. Le lien avec Léona aussi, il y a quelque chose de très mignon entre eux. Et les nombreux moments assez forts qu'il a avec Crocodile, avec l'art, le peu qu'on le voit, etc., et pas mal d'autres, ça montre vraiment la pureté du gars et le fait que sa candeur, sa gentillesse, c'est facilement d'éteindre sur les autres. Sa bravoure aussi, parce que oui, c'est quand même en grande partie grâce à lui que Pop a su évoluer, quoi. C'est lui qui est instigateur de beaucoup de choses. Ce personnage-là est superbement touchant dans sa simplicité et comment on le fait évoluer par rapport à ça. Et j'adore des héros bien rendus comme ça, des héros justes, formés, sensibles, vulnérables, qui savent l'appuyer à plusieurs moments. L'esprit de sacrifice, de gentillesse qu'il a, en contraste total avec celui de Vern, vraiment, c'est vraiment le total opposé. On a ce vieux gars de plusieurs millénaires qui a cette vision très froide et calculée de la vie, et ce jeune garçon de 13-14 ans qui a cette vision très chaleureuse et optimiste de la vie. Il calcule beaucoup moins en fait, il est obligé de calculer au bout d'un moment parce que sinon c'est difficile, évidemment. C'est super impactant d'appuyer à ce point de totales opposés en grands rivaux centraux, en grands ennemis centraux. C'est pas vraiment ce que je peux qualifier d'un rival. Adler est un rival. Là aussi, il y a une très très belle relation entre lui et Adler. Mais voilà, c'est quand même superbement fait et le héros porte très bien la chose. Il n'y aurait pas eu Pop, c'est clair et net que ce manga aurait pas été mon manga préféré de tous les temps, mais il n'y aurait pas eu Pop, ça aurait été quand même un excellent manga porté par un très bon personnage central. C'est pas parce que il y a le GOAT que le reste à côté est à complètement négligé. Voilà, j'adore ces personnages-là, et comme vous le voyez, il y a un top 10. Un bon top 10 de personnages en S et plus. Vous avez mon top 10, Pop, Vern, Mist, Fly, Baran, Avan, Adler, Kilvern, Gomechan et Longberg. Pas beaucoup, hein. Après j'adore une fois de plus Crocodile, Léona et Four, ces quatre-là sont super aussi, mais voilà, vous avez le topo de ce que je préfère dans un ordre assez précis, je pense que ouais, c'est ça. Bon, à nouveau, j'aurais quand même compté Brass, les faux héros, etc. J'estime qu'il y a quelques manques, mais les vrais personnages importants de mon top 10 sont là.
C'est déjà le point le plus essentiel. À nouveau, je ne peux que vous recommander de lire le manga ou de voir l'adaptation animée qui est quand même de très bonne facture. Si vraiment vous connaissez pas parce que ça vaut le coup d'œil, je vous assure. En attendant, je remercie les quelques personnes qui auront suivi. Si vous connaissez le manga et que vous avez des personnages que vous adorez, que vous voulez défendre ou un peu plus descendre par rapport à mes goûts, n'hésitez pas. Je serais très curieux de voir ça parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas très mis en avant sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et une fois de plus, c'est dommage. À bientôt pour de futures vidéos. Une fois de plus, ce mois d'août sera relativement calme, mais ça reviendra en septembre. Bye!